La situation présentement à Saint-Luc, au moment où on se parle, nous sommes le 16 janvier et la ville de Saint-Luc se porte passablement bien, considérant le manque d'électricité partout. Nous sommes à 100% exempts d'électricité présentement. On a géré combien de génératrices? On en a fait venir d'un peu partout, même une de Chibougamau. Effectivement, il y en a eu à plusieurs endroits. Et ça a été le problème. Quand on parle de la première semaine, là, on comptait seulement sur les ressources internes. Donc, il fallait aller chercher les génératrices un peu partout. Il n'y a aucune liste de ça qui existe. Effectivement, ça n'existait pas et c'est ce qu'a fait la sécurité publique dans cette première semaine-là. Ils nous demandaient nos demandes, enregistraient nos demandes, puis essayaient de l'autre côté de se faire une banque. Donc, le temps qu'eux faisaient la liste, bien, on a réussi à se débrouiller avec de l'aide qui a été principalement le téléphone aux autres municipalités, de leur dire, avez-vous des génératrices? Y a-t-il des entreprises chez vous qui en ont? Et ça allait jusqu'à ce qu'on appelait l'expression les faire débolter. Donc, les gens, les maires prenaient ça en charge, eux autres, de les faire débolter, de nous les envoyer. Il y en a qui avaient leurs marchands. Nous, on a commencé avec la région de la Mauricie, où je suis natif, donc je connaissais les maires, donc je les ai appelés. Donc, j'ai eu une génératrice de Louisville, un marchand, un épicier qui nous l'a envoyé. C'est la mairesse qui s'en est occupée. Cap-de-la-Madeleine a envoyé leur génératrice de leur ville. Trois-Rivières, après, même la compagnie Groger a débolté si on avait. Mais finalement, on a trouvé. Puis on a eu les industriels aussi de la région qui ont été présents. Nous, on a un cas exceptionnel, c'est Jacques Tremblay du groupe Tramcar qui a entendu parler qu'on avait besoin pour la polyvalente d'une génératrice et ça pressait. Il me dit, il m'en arrive une 800 kVA qui doit servir à mon entreprise pour partir ma ligne de montage. Donc, il dit, oh, mais elle me coûte un bras, je te l'envoie. Puis, deuxième chose, je ne fais pas partir ma ligne de montage. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre stock. On a appelé un peu partout. On les a fait descendre. Parc de Bécancour nous a envoyé le parc industriel, ses génératrices. Donc, on a fonctionné et c'est comme ça qu'on les a. Et à un moment donné, on a été même on était en surplus. On en avait des choses extraordinaires. À un moment donné, j'ai offert au maire de Saint-Jean, je dis, il y a une 1200 à quelques endroits, une 600, etc. On était rendu qu'on avait dépassé. Il y a eu cette période-là là, de crise, la première. Ça a été la grande crise des génératrices parce qu'il fallait tenir nos gens au chaud. C'était une question de survie. Ça, c'était inquiétant. Et il y avait aussi l'inquiétude, l'autre, des communications. C'est qu'à un moment donné, on a perdu les communications, que ce soit le Z104 de l'extérieur, où on avait, nous, sur tout notre système, notre batterie, parce qu'on avait prévu, de M. Métra qui s'occupait des communications, on avait les CB, VHS, etc. Les cellulaires, sur les 25 cellulaires, à un moment donné, on avait un qui communiquait avec Montréal. Et ça, ce cellulaire-là, autant qu'il devait être changé avant les fêtes, nous a sauvés, qui nous a gardé le contact avec Montréal, où est-ce qu'on a pu, et peut-être ça nous a donné un avantage, on rentrait sur Montréal, donc ces gens-là nous aidaient pour aller chercher des génératrices un peu partout. Donc ça a été la grande problématique de la crise. Puis, en quelque part, les génératrices, là, on a dû parfaire notre éducation dans ce monde-là. Je dis, c'est pas tout le monde qui sait comment ça marche. Puis, non. Ça a des numéros, ça, de long. C'est ça. Chez nous, on a eu un parc de génératrices de 100 génératrices. Ça en fait beaucoup, mais c'est surtout grâce au bénévolat et le support de BMST et de RBI. Qui connaissaient ça? Qui connaissaient ça. Et notre monde connaissait aussi. On avait certaines personnes. Mais là, ça a été vraiment un cours accéléré. Parce qu'effectivement, trouver les génératrices, les entretenir, et quand ils sautent, sont-ils réparables? Il faut prendre la décision vite. Il y en a qui sont venus sans réservoir. Il fallait trouver les réservoirs à part. Ça a été vraiment comme M. ça maintenant, des génératrices? Oui, bien, quand on parle de 800 kVA, on sait qu'une 800 kVA, ça veut dire quoi, ça, 800 kVA? 800 kVA, pour vous donner une idée, là, il y avait déjà une petite génératrice à la polyvalente, une 125, je pense. La 800 kVA fonctionnait à 1/8 pour faire fonctionner la polyvalente. Il a même fallu la changer parce qu'elle était trop forte. Donc, ça aurait pu quasiment alimenter un quartier si on avait eu l'énergie à pu le faire. Donc, c'est très fort. Ce qu'on avait besoin à peu près, c'était surtout pour les centres d'hébergement, des 400 kVA. Nos autres institutions parlaient de 125 à 300. Là. On jouait dans ces normes-là. Donc, on a connu ça. Mais il y avait tous les ampérages et voltages et ainsi de suite. Il y a eu le cas des États-Unis qui voulaient fournir, mais qui n'étaient pas sur le même voltage. Il y en a qui a fallu ajuster des transformateurs. Et c'est tout ce que disait le maire de Saint-Jean.
C'est l'entretien après, parce qu'il fallait un réseau. Et ça a été des décisions qu'il a fallu prendre. Il y a des gens qui nous ont appelés et ont dit, est-ce qu'on peut en avoir un service prioritaire? Et je peux dire qu'il y a eu, avec le CLSC, on a eu une collaboration extraordinaire du CLSC où on a priorisé. On a dit, des génératrices, on essaie d'en mettre le moins possible, puis on les entretient, puis on est sûr. Puis avant d'en mettre une, c'est qu'il fallait penser de se dire, c'est à nous large, on ne peut plus donner service, il faut l'entretenir et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui ont trouvé des décisions, des fois, qui ont été difficiles, sauf que ce qu'on avait, c'était de toujours prioriser puis d'y aller dans nos places à plus haute densité. Donc, les génératrices ont toujours été où est-ce qu'on pouvait avoir le plus de densité possible. Donc, ça a toujours été. Avez-vous été satisfait du travail d'Hydro-Québec? Écoutez, moi, les je peux vous contacts dire que une vous chose. aviez individuellement? là? J'ai regardé ces gens-là travailler à peu près partout sur le territoire. Je pense qu'on ne peut pas reprocher rien. On peut pas reprocher rien à l'Hydro-Québec comme tel. L'information qu'on vous donnait tous les jours, d'heure en heure. Oui, puis ils étaient à notre écoute. Ouais, Quand on a parlé de prioriser le retour du courant en leur disant que c'est nos centres qui sont importants d'hébergement, après ça, les centres de densité, les HLM, nos services publics, puis ainsi de suite, ils étaient à l'écoute, puis ils nous appelaient où est-ce que vous voulez qu'on aille, puis il faut commencer. Et je pense que là-dessus, ils ont priorisé avec nous. Là, est-ce qu'il y a encore le gros fil sur le pont Gouin? Oui. Oui. C'est encore là? ça? Oui. Et ça va être là pour un petit bout de temps? Oui. Au moins, Sécuritaire. parce que n'oubliez jamais une chose. Mais est-ce qu'il sert présentement? Non, présentement, Non, il n'y a est pas... là au cas où. Au cas où. Effectivement, Au cas où. il Comme la est soupe. là. Au cas où. Effectivement. Ah oui. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Saint-Césaire, ça va prendre encore 6 mois pour le compléter. Hydro-Québec a fait une ligne temporaire spéciale Saint-Basile-Chambly pour alimenter notre coin ici, parce que la capacité de Saint-Césaire ne donne que 50 %. Donc, on a un 6 mois qu'il faut attendre. On a un nouveau système, les poteaux de bois, puis tout ça. Oui, on a vu les pilons. Mais ouais. ça va prendre un 6 mois avant qu'on ait la même situation qu'on avait avant le 5 oui. janvier. Les organisations. Là. Donc, Afin il faut de garder ça, fignoler les dernières réparations. là, C'est avant comme on de- dit, au cas où. On ne voudrait pas que ça arrive, mais c'est là au moins. Avant la crise, est-ce que vous aviez idée de la cartographie de la distribution de l'électricité dans la région ici? C'est-à-dire que... Moi, je peux le dire Honnêtement, personnellement. aucunement. Aucunement, mais là, je on la a connais. appris Là, on la génératrice, connaît. on connaît notre réseau maintenant. Là, la réseau électrique, je peux Parce que dire. quand on regardait les cartes dans les journaux, bien là, on se dit, bon, là, le courant, il part de là, il s'en va là, il s'en va là, il s'en va là. Et finalement, à regarder tout ça, on se dit, Colin, on est en bout de ligne ici. Nous autres, au bout du réseau. Nous, là, on est prêts à aller travailler pour l'hydro n'importe quand. Job Mais garanti. nouvelle dans carrière. les faits, ce qu'il faut qu'il soit fait, c'est un peu comme au niveau de nos services de voirie, ou est-ce qu'on appelle de bouclage. Donc, il faut boucler le réseau, finalement, que si on perd sur la ligne, qu'il puisse Est-ce que vous avez venir été d'un autre surpris de voir que la région est en bout de ligne ici? Non, j'avais l'impression que la Montérégie, souvent, quand on parlait de soins de santé puis tout ça, là, on dit toujours qu'on est moins favorisé. Puis là, ça a été assez clair. Le bout du réseau là, hydroélectrique, quand il y a un côté qui est bouclé là, autour de Montréal, puis l'autre, c'est en forme d'étoile. C'est tous des beaux mots qu'on oui. connaît maintenant. Et le cœur tombe, Parce qu'à le Montréal, reste tombe. quand même, en 8 jours, on a été capable de, Ah ben oui, de temporiser. à cause là. du phénomène de boucle et tout ça. Sauf Il faut créer. Sauf que, comme le disait le président d'Hydro, la faiblesse du réseau dans Montérégie est existante. Et je pense que ça va lui donner l'occasion de l'améliorer. Au niveau oui. des opérations, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a eu la distribution des chèques qui a pris une bonne partie du personnel et ça va jusqu'au 15. Donc, ça a retardé les Ça aussi, opérations nous autres, ça, énormément courantes. Par contre, les autres activités, comme il y a Hibernage qui, en fin de semaine, commence le 13, donc on va avoir ces activités. Comment ça va coûter en frais excédentaires, notamment les salaires? Là? Il y a beaucoup de gens qui ont été embauchés. Au niveau de vos villes, là, ça Nous, représente on des... estime à peu près 7 millions additionnels Dans les mesures d'urgence. dans les mesures d'urgence. Bon, Et là- c'est difficile à dire. Pour nous, c'est difficile à dire parce qu'on avait le bois aussi. Il faut dire que le bois, ça va coûter
passablement cher, sauf qu'on fournissait des municipalités. Là. Mais ça va être dans l'ensemble, ça va rentrer à l'intérieur de ça. Mais qui va payer ça? Vous allez faire un gros règlement d'emprunt, quoi? Non, ça, c'est payé par les mesures d'urgence, c'est payé par le gouvernement. C'est entendu. Dès le début de la crise, le premier ministre a dit les municipalités, faites les dépenses pour sauver vos populations. Et il y a une loi qui s'appelle la sécurité civile, où est-ce qu'on dit qu'il y a remboursement de ces dépenses-là. À quand le chèque? Bon, c'est ça. Lac-Saint-Jean, ça a pris 1 an et demi. Ça a un an et demi pour finaliser. Mais entre-temps, vous le financez comment? C'est une bonne question. Hein? Non, le financier, on emprunte. On fait les emprunts. On fait les emprunts et les emprunts, ce qu'on nous a dit, c'est que même les intérêts étaient admissibles. Aujourd'hui, on tente de nous dire d'autres choses, mais il reste une chose, c'est qu'on a toujours espoir que les intérêts vont devenir admissibles. C'est quand même, ça fait partie de la crise du verglas, là, quand même. Il n'y a personne qui est capable de nous prévoir une crise ici sur cette terre, là, de cette ampleur-là. On s'adapte. On se rappelle des années 71, 72 pour les plus jeunes, puis pour ceux qui ont vécu l'aspect de la motoneige. Moi, je ne me rappelle pas de 61, là. C'est pas vrai, là. Mais les années 71, 72, on avait eu quand même, dans le mois de mars, 3 jours sans électricité. C'était peut-être les pires moments que nous, on a connus sans électricité. Alors, c'est sûr que le 6, le 7, le 8, puis le 9 janvier, tu dis, ça va finir. À la limite, oui. Si quelqu'un m'avait dit ici que ça aurait dépassé ces dates-là, ça aurait été un prophète. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à vivre ces moments-là. Fait que moi, je ne peux pas blâmer personne de cette crise-là, sauf qu'il fallait être organisé. Puis, je peux dire une chose, il fallait avoir un gros bon sens. Autrement dit, s'organiser avec les moyens de bord que l'on avait, avec ce qu'on pouvait découvrir ou ce qu'on pouvait ressortir du milieu. Je pense que la coordination, la collaboration de tout le monde était de mise à ce moment-là. Je pense que c'est ça un peu qui a sorti les gens de Les premières l'embarras. critiques qu'on entendait sur la sécurité civile, on disait, bon, ils sont 40 personnes à peu près, ils sont tous dans un bureau à l'autre bout de la 20 à Québec. Ils ne connaissent pas vraiment ce qu'on vit, ce qu'on est en train de vivre ici. On n'a jamais prévu une telle crise non plus. Donc, bref, ce que vient de dire, le support de la sécurité n'était pas là. Mais ce que M. Logbec vient de dire, c'est que ce qui s'est passé la première semaine, il n'y a personne qui pouvait envisager une crise d'une grande densité comme on a vécu. La sécurité publique n'était pas prête. Le ministre l'a reconnu. Puis effectivement, il n'y a personne qui s'attendait. Hydro-Québec jamais a pensé devoir détruire l'œuvre de sa vie. C'est ça. Tous ces gens-là ont dû réagir. On avait des plans d'urgence aussi. Ils étaient faits pour des cas spécifiques. Tu dis, il t'arrive quelque chose dans ta ville, tu peux compter ces 3-4 villes qui sont autour de toi pour t'aider. Tu sais, les numéros de téléphone sont là, puis tu appelles. Mais là, c'était plus ça. Il n'avait plus d'aide et il n'y avait plus de ressources. Il y a eu la première semaine là, une très grande frustration. À un moment donné, il fallait des ressources. Je veux dire, la sécurité publique, moi, je peux dire que le premier qui est venu nous rencontrer du gouvernement, c'est Bernard Landry. Je peux dire qu'il a eu le pot, puis il l'a eu comme faux. Là. Sauf qu'on s'est rendu compte avec le décalage qu'aujourd'hui, on est capable de dire il n'y a personne qui était prêt pour une chose comme ça, puis c'était même pas envisageable. Hydro-Québec disait qu'on avait c'était supposé pour une catastrophe d'une fois à 100 ans, puis qu'ils mettaient une marge de manœuvre de 50 puis ils ont tombé, les pylônes, puis ainsi de suite. Donc, l'autre semaine après, ils se sont réorganisés. Tout à l'heure, je disais, ils ont fait leur liste, puis on a eu à faire après ça des génératrices d'essence. Je peux dire que le service allait rapidement. Ils se sont retournés rapidement là, pour donner le service, mais il y a eu une première semaine de très grande frustration. Je ne voudrais pas défendre la sécurité civile ni la sécurité publique, qui est la même chose, là. Mais on parle de 40 personnes. Au moment où on se parle, 40 personnes, ou avant la crise, c'était suffisant. Là. Oh oui. Durant la crise, ça en aurait pris 300. Si demain matin, la sécurité civile était 300, on serait les premiers à monter sur une table et à dire que ça n'a pas de bon sens. Ça va arriver dans 50 ans, une autre crise, tu sais. Parce que c'est arrivé, là, ce qu'on a connu, on s'est dit tantôt que c'est arrivé dans les années 30, et dans les premiers temps de la crise, on entendait à la radio, pour ceux qui peuvent l'avoir entendu, que c'était il y a 101 ans que ça s'est produit. Oui, mais encore là, à cette époque-là, les gens avaient un autre mode de vie aussi. Il y avait un autre mode de vie que ça, mais c'était pas une dépendance. Il reste que les statistiques sont là. Alors, tu ne peux pas avoir du personnel et les mettre sur une tablette au cas où non plus. Mais lorsque vous parliez tantôt de réserve de bois, là, je veux dire, on connaît la fragilité du réseau. On n'a rien qu'à regarder dans les poteaux. Comme sur Grand-Bernier, je regarde les fils près de chez moi, sont attachés avec de la corde jaune. Là. Tu te dis, demain matin, il y a un gros coup de vent, ça va tout tomber à terre. Dire, demain matin, il y a une nouvelle crise comme celle-là, ou une nouvelle panne majeure, peu importe la durée, 1, 2, 3, 5 jours,
De quelle façon maintenant est-ce qu'on est prêt? Bon, là, il y a des réserves de bois, il y a des lits, il y a des génératrices. Oui. Oui, Peut-être, effectivement. Là, comme justement, nous, vous voyez, pendant l'événement, on a fourni à Dépôt Caldwell 13 000 cordes de bois, dont surtout grâce en partie aussi quand Saint-Luc est devenu le dépôt régional et les bio venaient à Saint-Luc, puis les gens les coupaient, on allait chercher pour le remplir. Mais c'est 13 000 cordes de bois, là, ça en est. Là, on a 2300, on va voir, comme réserve. Déjà, ça, c'est... On a passé, là, la priorité des gens, c'était des chandelles puis du bois. C'était vraiment basic. Vous avez combien de lits, là, en réserve? Là, on a à peu près, je pense, on va garder 200, comme 200, 300. Ah, vous gardez 200, 300, ouais, chez vous? Pour commencer, parce qu'il faut bâtir la réserve. On va avoir un lieu, là, qu'on va désigner pour pouvoir le faire. On est en train de le préparer. On fait chaque étape. La première, je pense, c'est Sécurité publique l'a bien dit, c'est commencer par le bois de chauffage. Le bois de On chauffage. l'a vu. Ensuite de Et ça, on a lits. tous les contacts maintenant avec tout ce qui est génératrice. Vous avez des contacts, là, une banque de contacts. Oui, parce qu'on a eu 6 grandes génératrices prêtées par Ciment Québec, plusieurs municipalités. Alors, tous les contacts directs, là, à ce moment-là, on a dû, comme les autres municipalités, prendre le téléphone, aussi savoir par rapport à chaque édifice quel est le type de génératrice appropriée, comme M. Rioux disait. Tout ça, le petit apprentissage-là a été fait. Sur le plan personnel, vous avez vécu ça comment? Ben, je pense qu'on était obligé, je pense, de s'oublier. On n'avait pas le choix. Puis on n'a presque pas de mérite. On était dans le feu de l'action. Au niveau personnel, j'ai 2 jeunes enfants, donc ils ont quitté pour aller chez leurs grands-parents à Trois-Rivières. Donc, ils ont passé presque 30 jours là. Mais vous avez resté chez vous? Et on est resté, on avait un pôle à combustion lente et un voisin extraordinaire, M. Saint-Jean, qui m'a fourni du bois, qui allait chauffer, parce qu'on était à peu près là 5-6 heures, parce que ma femme travaille au CLC, était à peu près sur des horaires des premières semaines de 20 heures par jour. Donc, on avait une place où on pouvait se retrouver peut-être à 6 heures. Au moins pour le dodo, là, c'est ça? C'est ça à peu près, mais on avait un voisin qui s'est occupé à nous garder une maison chaude, puis finalement d'éviter la plupart des dégâts là, à la maison. Vous, M. Delbecq? Écoutez, sur le plan personnel, je pense que c'était une crise qui était difficile. C'était surtout stressant jusqu'à certains points, parce que c'est des choses, évidemment, qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a jamais eu l'occasion de vivre, puis j'espère qu'on n'aura jamais l'occasion de la revivre. Sauf que c'est évident, comme disait Jean, qu'on est obligé de s'occuper de notre population avant tout, de fermer. Moi, personnellement, j'ai resté 3-4 jours chez moi, sauf que je n'avais pas le temps de m'occuper de ma maison et les voisins étaient pratiquement tous partis. Alors, ils vivaient sur d'autres voisins ou peu importe. Alors, on s'est organisé avec les moyens de bord. On a fermé notre maison et on allait de temps à autre la chauffer pour éviter que ça gèle. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison mobile à Sutton. Je voyageais à Sutton à partir de la 2e semaine. Mais il y avait du courant là-bas? Sauf que je n'ai pas, j'ai pas nécessairement été chanceux. J'ai vécu la saga du manque d'électricité comme ici à Sutton. Dans un sens, c'est qu'à Sutton, ça partait 5-6 heures, ça revenait 5-6 heures. J'ai quand même eu la chance d'avoir du chauffage. Là, vous avez dormi là? Oui, j'ai un combustion lente dans ma maison mobile. Alors, le matelas à terre devant, on chauffait. Et vers la fin, bien là, c'est revenu graduellement, vers le 25 ou le 20 quelques janvier, c'est revenu. Puis là, on a eu, là, on n'en manquait plus. Là. Finalement, vous avez fait une vie de chalet pendant un mois. À peu près. Une vie de chalet. À part le travail à Saint-Luc. Une vie de bons voyageurs. Surtout, hein? Oui, non, ça n'a pas été nécessairement facile. C'était fatigant. C'est un épisode fatigant de la vie d'un individu. Vous, M. Smerica, j'ai d'ailleurs visité votre chambre. Oui, effectivement. Pendant la crise, on me l'a montré, on m'a dit, viens ici. C'est là qu'il dort. Oui, parce qu'effectivement, moi, dès le mardi du 6, j'avais plus d'électricité. Et puis, dans le premier soir, le mardi, j'avais tout de même couché chez moi. Puis, mais la température et tout ça, ça faisait absolument impossible. Donc, dès le lendemain, j'étais à la piscine Claude Raymond. Dans la kitchenette, là. Donc, j'avais piscine à côté, mais dans le fond, je ne la voyais pas tellement parce que... Vous n'avez pas nagé, non? Non, pas du tout. L'eau devait être froide. De toute façon, on devait avoir arrêté. Elle baissait, oui, elle baissait constamment à cause il y avait une génératrice, mais ça n'aidait pas.
Mais c'est parce que j'ai découvert un nouveau sens au mot 24 heures. Tu travailles 20 heures puis tu dors 4 heures. C'est ça. Mais après 10-12 jours, là, on a pu avoir une chambre au Motel Harris, à l'auberge Harris, pour la dernière partie. Et puis l'électricité est revenue le 30 janvier et j'ai pu réintégrer chez moi le 1er février. Moi, je suis enseignante en horticulture à l'École d'agriculture. Et l'idée du beau geste que vous avez fait aujourd'hui, si vous nous racontiez l'histoire? Bon, en fait, c'est une initiative des gens de l'école. Ce qu'on voulait, nous, c'est vous apporter un petit support moral. On aimerait, bien sûr, par un petit geste symbolique. On a sollicité les gens de la région à venir porter eux-mêmes une plante à notre école. On avait un événement spécial qui était les portes ouvertes. Donc, nos portes étaient grandes ouvertes. Les gens pouvaient nous porter des plantes. Et nous, nos élèves, environ une centaine d'élèves ont participé. Ils ont accueilli les plantes. Ils les ont tous désinfectées avec du savon, fertilisées, rempotées et emballées individuellement pour ici, là, avec un petit mot chaleureux parce qu'on tenait à ce que ce soit un geste symbolique, un geste, un super moral pour les gens d'ici, là. Et ça peut avoir représenté combien d'heures de travail? Ah, c'est plusieurs jours, en fait. Avec les élèves, là, c'est sûrement près d'une semaine, là. Et il y avait toute la préparation, s'assurer d'avoir de la collaboration dans le milieu. On avait besoin de bois, de terreau, de peau, de papier. Donc, les entreprises de la région, le transport aussi, tout ça, les gens se sont tous réunis ensemble pour réaliser ce geste de solidarité. Quelle est la leçon qu'on tire d'un événement comme celui-ci? Je pense qu'il faut compter sur notre propre milieu avant toute chose, sur nos ressources. Et je pense qu'on peut le démontrer par l'implication des gens. Les gens, on n'a pas couru après eux autres. Ils sont venus, ils se sont offerts, puis ils se sont donnés, les gens. Ils se sont donnés. Ils étaient malades. Il y en a qui avaient de l'eau dans leur cave, et ainsi de suite. Puis ils ont laissé tout tomber ça pour s'occuper du groupe, je pense. Et la solidarité qui s'est développée entre les régions du Québec, je pense qu'on en s'est sortis. On a chacun nos points d'ancrage. Nous autres, ça a été principalement le Cap-de-la-Madeleine qui a été avec nous tout le long de cette crise-là. La Gaspésie, Témiscamingue, Plattsburgh, Burlington, qui ont été nos grandes régions qui nous ont aidés. Oui, je pense qu'on retient une leçon d'humilité également, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas grand-chose, qu'on ne peut pas faire grand-chose. On est tous ramenés sur un même pied. Contre la nature, c'est très difficile. Et ça, moi, je pense que j'ai retiré cette leçon-là de ça. Et j'aimerais profiter de l'occasion que nous a donnée M. Latour pour remercier la population de Saint-Luc de leur compréhension envers la crise. Je pense qu'ils ne nous ont pas blâmés de rien. Je pense que ça, c'est tout en leur honneur. J'aimerais remercier également les bénévoles, nos gens de la municipalité qui ont travaillé d'arrache-pied à faire en sorte que nos citoyens soient bien, soient en sécurité chez eux, puissent bénéficier de tout ce qu'on pouvait leur offrir. Alors, merci à la population de Saint-Luc, merci également à nos gens chez nous, nos employés. Je reprends exactement les mêmes paroles de mes deux collègues, tout en également remerciant la population de Saint-Jean pour cette patience et compréhension. Mais la grande leçon, c'est que je me suis aperçu dans le Haut-Richelieu, le système D, il est développé pas à peu près, parce qu'il a vraiment servi pour passer à travers cette épreuve-là. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain des crises, regardons au lendemain de la guerre, Deuxième Guerre, les gens en sont sortis plus forts. Il y a une période là, qui va être difficile, 1-2 mois, mais je pense qu'il s'est développé. On a compris une chose, c'est qu'on était bon dans le Haut-Richelieu. Ça, on l'a compris. Les gens de la Beauce, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Mais là, on s'est révélé à nous autres mêmes. On le sait qu'on est capable. Et je pense qu'il y a des jours meilleurs qui nous attendent. La solidarité qui est là, les gens sont entraidés. Et je peux, là-dessus, je peux dire que je suis très fier des citoyens d'Iberville, puis je remercie tous les gens qui se sont impliqués. On avait publicisé dans les médias en disant que le dernier abonné à être rebranché était à Sainte-Rosalie. On a même fait une conférence de presse avec Hydro-Québec, mais bref, il y a une petite dame dans Saint-Gérard, sur la rue Raymond, pas loin de l'Hydro-Québec, qui a été rebranchée hier. On l'avait oublié. Hier, c'est ça, elle est venue à mon bureau, elle était très désemparée. Et puis, elle ne comprenait pas, là, elle? Elle avait appelé Hydro plusieurs fois, puis oui, on va y aller. Puis pour elle, ce qui était difficile, c'était à moins d'un coin de rue du poste d'Hydro-Québec. Alors, ça a été fait hier après-midi. On a contacté le siège social directement. On a passé à travers toute la... pour aller. Et là, je pense qu'elle doit être contente, mais évidemment, elle retournera seulement dans 2 jours parce qu'elle doit monter l'électricité tranquillement. C'est donc une des rares à qui on a donné un 5e 15 secondes, M. Dolbec, allez-y. 15 secondes, un message à toute la population. Il faut rebâtir le Haut-Richelieu plus fort et meilleur qu'avant. Alors, les gens, il faut qu'on se soutienne, qu'on se prenne dans la main et qu'on aille de l'avant dans le Haut-Richelieu. Messieurs les maires, Miroslav Smireka, Saint-Jean, Gilles Dolbec, Saint-Luc, Jean Rioux, Iberville, merci beaucoup. En toi, quand plus rien ne va, quand tu combats seul contre le froid,
Lorsque la nuit revient et que tu attends demain, alors tu ouvres tes bras vers le ciel. Tu remercies la vie, car tu vois bien que les gens d'ici sont tous ensemble pour aimer, tous ensemble pour aider. Sans l'énergie, le peuple qui réagit. Cette lumière ouvre tes yeux à la vie. Toujours avec amour, lorsque ce sera ton tour, tu aideras la nuit à devenir jour. Pour que les anges du ciel descendent avec les feux éternels. Toi le guerrier de lumière, merci, tu réponds à la